Merci Nadège. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau cycle de conférences d'initiation à l'histoire des arts. Et cette année, on va parler de thématiques reliées à l'art et au sport. Mais avant ça, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Olga Panella, je suis doctorante en arts plastiques, ce qui veut dire que je fais une thèse, donc je suis encore une vieille étudiante. Et d'ailleurs, là, je suis en fin de thèse. Je devrais rendre mon manuscrit, disons, dans l'année prochaine, ou en tout cas dans les prochains 12 mois, si tout va bien. Et pour ma thèse, moi, je travaille sur l'art en friche, donc les espaces délaissés, abandonnés, mais aussi sur les mauvaises herbes qui poussent dans ces espaces, et sur notamment l'errance. Il y a une partie de ma thèse qui parle de l'errance. Et donc la première conférence de ce cycle Art et Sport m'a particulièrement intéressée, puisque j'avais proposé de commencer par la marche et la montagne. Bon, moi, c'est plutôt de l'errance et de la marche urbaine, ce que je fais pour la thèse, mais en tout cas, vous allez voir que j'apporte un petit apport théorique, notamment par le biais de ce livre que j'ai lu en entier pour préparer la conférence, dont je vais vous lire quelques extraits et qui est génial. Je vous le conseille fortement, je vous donnerai la référence aussi. Donc voilà, je suis donc encore en fin d'études, longues études en thèse. Et pour cette thèse, je dois à la fois peindre, lire, écrire, faire de la photo. C'est ce qu'on appelle une thèse en création-recherche. Et à côté de ça, j'enseigne la philo de l'art, la pratique artistique à tout un tas de publics différents, des enfants, des seniors, des étudiantes, des jeunes qui préparent des concours, etc. Donc voilà, j'ai plutôt, on va dire, un point de vue très philosophique sur les questions artistiques, mais je fais aussi des cours de pratique. Voilà. Donc assez parlé de moi, je vous propose qu'on commence. Moi, j'ai l'habitude de fonctionner d'une manière assez simple, c'est que je vous présente mon contenu qui est loin d'être exhaustif, c'est une proposition de mon interprétation de la thématique de la marche, du coup. Et ensuite, à la fin, on prend un petit temps pour échanger, pour discuter. Il peut y avoir un micro qui circule en salle. Si vous avez des questions, des remarques, des réactions, des choses qui vous ont plu ou déplu. Moi, j'aime bien quand vous me donnez un peu votre point de vue aussi. Alors, en général, vous êtes un peu timide et je me retrouve à faire des blagues toute seule. Mais cette année, peut-être que vous serez plus à l'aise, vu que certaines et certains me connaissent maintenant un peu quand même. En tout cas, je vous encourage vivement à noter vos questions pendant la conférence ou vos réactions et à revenir vers moi plus tard. Donc pour cette conférence, on a une chance immense pour les personnes qui ont déjà fait les cycles les années précédentes. Vous le savez, j'aime bien faire intervenir des artistes vivants qui créent, qui sont pas forcément jeunes, mais qui en tout cas ont une expérience de la création artistique actuelle et qui acceptent de partager leurs réflexions avec nous et de nous montrer leurs œuvres. Et aujourd'hui, pour cette conférence sur la marche et sur la montagne, on va avoir donc, dans la deuxième partie de la conférence le travail photographique de Léonard Bern. Donc je suis très très contente de vous montrer ces magnifiques photos et de vous raconter un peu son histoire. Donc on verra ça dans une seconde partie de la conf. Et déjà, pour commencer, juste un survol de ce qu'on va faire, de nos 6 conférences. Donc aujourd'hui, on commence avec la marche et la montagne, sensations et limites du corps. J'ai trouvé des titres très très brodés et poétiques cette année, je suis pas peu fière. Et en fait, on va faire tout un tour au travers de différentes pratiques sportives qu'on va en fait regarder par le biais de pensées théoriques, artistiques et pratiques au travers des époques. Pas que de l'art contemporain, mais aussi tout un tas d'autres formes artistiques. Donc vélo, danse, arts martiaux, surf et natation et planche à roulettes, puisque c'est le sport que j'exerce moi. Donc on va finir avec la cerise sur le gâteau. Et peut-être, je pense que c'est celui peut-être que vous connaissez le moins aussi. Voilà, pour moi, ça a été un sacré défi de réfléchir à ces interactions entre art et sport. Et je voulais remercier très chaleureusement l'équipe du Pavillon Blanc de m'avoir donné des idées, donné des pistes d'œuvres et m'avoir aidé aussi à étayer ma réflexion là-dessus. Voilà, bon, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, je vous propose de commencer tout de suite
avec, disons, l'image la plus classique que normalement on connaît tous et toutes de la marche et de la montagne. C'est cette peinture de Caspar David Friedrich qui a plusieurs titres: Le voyageur contemplant une mer de nuages, Le voyageur au-dessus de la mer de nuages ou L'homme contemplant une mer de brume. Et je vous ai mis le petit titre en allemand aussi, qui date de 1818 et qui est une peinture très énigmatique qui a fait couler beaucoup d'encre. Et je vous propose qu'on se garde en fait ce visuel-là en arrière-plan pendant que je vais vous lire quelques extraits de ce livre que j'ai choisi pour introduire un peu cette réflexion sur la marche. Donc, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un livre qui s'appelle Walkscapes de Francesco Carreri. Le sous-titre, c'est La marche comme pratique esthétique. Et je vous lis juste un petit morceau du 4e de couverture. Ouvrage culte pour les urbanistes et les architectes, Walkscapes fait de la marche beaucoup plus qu'une simple promenade. Pour Francesco Carreri, en effet, l'origine de l'architecture n'est pas à chercher dans les sociétés sédentaires, mais dans le monde nomade. La marche est esthétique, elle révèle des recoins oubliés, des beautés cachées, la poésie des lieux délaissés, mais elle est aussi politique, en découvrant ces territoires qui sont à la marge et cependant peuplés. Elle montre que les frontières spatiales sont aussi des frontières sociales. Et donc Francesco Carreri, c'est qui? C'est un Italien donc, qui est né à Rome en 1966 et qui a été le cofondateur d'un groupe qui s'appelle Stalker. C'est une sorte de groupe d'art et d'architectes qui se sont beaucoup intéressés justement à l'idée de la marche, de l'errance, aux recoins oubliés, qu'ils soient en ville ou en dehors des villes. Et il enseigne à l'Università Roma III un cours qui s'appelle Art civique, donc, qui a l'air génial. Donc dans ce livre que j'ai dévoré, je vous le conseille absolument, il est vraiment génial. J'ai prélevé quelques petites citations pour vous. Je vous lis la première. L'histoire des origines de l'humanité est une histoire de la marche. C'est une histoire des migrations des peuples et des échanges culturels et religieux qui ont eu lieu le long des trajets intercontinentaux. C'est aux marches incessantes des premiers hommes qui ont habité la Terre que l'on doit le début de la lente et complexe opération d'appropriation et de cartographie du territoire. Bon, évidemment, dans le contexte actuel, ça fait réfléchir d'avoir ce genre de point de vue sur les migrations et les marches. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire. Je sais que j'ai tendance à le dire souvent, mais j'espère que vous réalisez à quel point le fait de se retrouver ici est un acte politique, surtout dans le monde particulièrement moisi dans lequel on se trouve actuellement. En tout cas, pour moi, c'est une grande source de bonheur et de joie de me retrouver ici et de partager ça avec vous. Déjà parce que ça me procure de la joie de manière très égoïste, mais aussi parce qu'on est vraiment dans un temps de réflexion et d'échange sensible qui pour moi est un vrai acte de résistance et de poésie dans le monde actuel. Voilà, un petit moment d'épanchement dramatique, mais je suis méditerranéenne, donc ça m'arrive de temps en temps. Voilà, deuxième extrait que je voulais vous lire. Donc, l'homme est toujours partagé. En tant qu'habitant de la Terre, il aime s'établir, fonder, faire souche, inscrire sa marque. Il est ainsi du côté d'Estia et des Pénates. Et la route, dès lors, est une menace qui pourrait déranger l'ordre ainsi établi. En tant qu'animal politique, en revanche, guidé par Hermès, dieu des voyageurs et des bandits, des bornes et des passages, il a tendance à quitter sa famille et sa maison vers des lieux plus stimulants pour s'engager et agir. En fait, nous sommes pris entre deux désirs. Nous implanter quelque part, appartenir à un lieu et trouver ailleurs un nouveau champ d'action. Ainsi ne sommes-nous toujours pas si différents des anciens Grecs. La ville où nous devenons citoyens et pouvons être vus commence directement à notre porte, là où la route symbolise la vie publique. Si, comme le croyaient les Grecs, les dieux dans leur errance ont créé les premières routes, alors j'irai jusqu'à dire que c'est piété de marcher sur leurs traces et, en termes politiques, le meilleur paysage, la meilleure route, sont ceux qui suscitent un mouvement vers un but social désirable. Mais cela, c'est à l'odologue d'en décider. L'odologue, c'est la personne qui fait la science des chemins. Et c'est important, car si l'odologie s'inscrit dans la géographie et l'aménagement du territoire, elle relève aussi plus profondément de décisions politiques qui reposent sur un ensemble de choix éthiques.
La question n'est pas seulement technique, mais elle est aussi philosophique. Donc l'odologie, c'est la science des chemins. Je trouve ça très beau. J'espère que ça vous plaît, ce petit moment de lecture. Allez, troisième petit extrait, il en reste 2. Donc, la marche, en plus d'être une action, est aussi un signe, une forme qui peut se superposer à celle préexistante, à la fois dans la réalité et sur la carte. Le monde devient alors un immense territoire esthétique, une gigantesque toile sur laquelle on peut dessiner en marchant. C'est un support qui n'est pas une feuille blanche, mais le dessin intriqué de sédiments historiques et géologiques auxquels on ajoute simplement une autre couche. En parcourant les figures superposées à la carte territoire, le temps du voyageur prend note des événements du voyage, les sensations, les obstacles, les dangers, les variations du terrain. Sur le corps en mouvement se reflète la structure physique du territoire. À partir de ce moment, la pratique de la marche commencerait à se transformer en une forme d'art proprement autonome. Ce qui semblait être une fulguration esthétique, une illumination subite ou une extase quasiment ineffable, allait en fait être utilisé d'innombrables façons par un grand nombre d'artistes, pour la majeure partie des sculpteurs, qui sont apparus à la fin des années 1960. Au moment du passage du minimalisme à cette série d'expériences profondément différentes entre elles, qu'on a définies par le terme générique de land art. Et ça fait explicitement référence à une œuvre que je n'ai pas mise ici, parce qu'elle n'a pas vraiment de lien avec la montagne, mais qui est peut-être une œuvre que vous connaissez, qui est en fait une grande trace dans l'herbe. Donc c'est une photographie d'un champ d'herbe, avec une grande ligne blanche au milieu, droite. Et en fait, c'est l'artiste Richard Long. Le titre de l'œuvre, c'est A Line Made by Walking. Donc ça date de 1967. Donc une ligne faite en marchant. Et en fait, c'est simplement la trace de ces pas, de ces allers-retours en ligne, qui a changé la qualité de l'herbe. Et la photo qui reste fait donc œuvre, et c'est une des pratiques très spécifiques du land art, qui est aussi de faire des œuvres où certains artistes du land art vont vraiment aussi dire je voudrais que mon œuvre disparaisse, qu'elle ne laisse pas de traces, qu'elle n'ait pas de conséquences écologiques en fait. Il y a certaines œuvres de land art qui ont vraiment cet aspect-là de ne pas rester. Okay, on va en voir d'autres aujourd'hui qui vont avoir un peu une caractéristique différente. Enfin, on va voir. Donc voilà, ça c'était pour la petite introduction philosophique sur la marche. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement la lecture de ce livre passionnant, qui est aussi truffé de petits dessins et de petits poèmes, qui est vraiment très très chouette à lire, j'ai beaucoup aimé. Donc, on revient sur Caspar David Friedrich et sur ce voyageur au-dessus de la mer des nuages. Donc, c'est une représentation montagnarde du massif gréseux de l'Elbe, c'est-à-dire un massif qui se trouve entre l'Allemagne, la Pologne et la Tchéquie. Et c'est vraiment une peinture d'esprit romantique, c'est-à-dire qu'on se trouve au XIXe siècle où on va vraiment avoir aussi toute une influence des débuts de la psychanalyse et de la pensée philosophique et métaphysique sur la peinture. On a dans un ouvrage de John Lewis Gaddis, The Landscape of History, How Historians Map the Past, comment les historiens font des cartes du passé. Cet extrait que j'ai bien aimé, la domination sur un paysage, mais en même temps l'insignifiance de l'individu qui est inclus. Donc ça pourrait tout à fait décrire cette peinture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du fait que c'est une métaphore vers l'avenir inconnu, on y a aussi trouvé dans cette peinture, comme je vous ai dit, qui a fait couler beaucoup d'encre, une illustration de la définition du sublime. Donc, telle que définie par Edmund Burke en 1757. Il va falloir excuser mes erreurs de prononciation. Je fais au maximum, j'essaye. Donc, dans son ouvrage A Philosophical Inquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful, j'ai quand même un accent travaillé, il faut le dire.
Donc une enquête philosophique autour des origines de nos idées sur le sublime et sur le beau. Et pour cet auteur, le sublime, c'est ce qui provoque dans l'esprit humain un sentiment d'admiration, paradoxalement causé par un sentiment d'incompréhension. Donc ça, je trouve que c'est effectivement une pensée qui fait écho à ce paysage brumeux en montagne qui est très intéressante. Et puis c'est aussi une représentation de l'humain de dos. C'est pas quelque chose qui se fait énormément, notamment surtout au début du 19e siècle, de représenter des personnages en cadrage centré comme ça, avec une posture pas particulièrement héroïque non plus, mais dans cette espèce d'aspect de penseur, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon apport introductif sur cette idée de la montagne. Mais la montagne peut aussi être le théâtre de lutte sociale. Alors, bon, on dirait pas du tout comme ça sur cette peinture de Gustave Courbet qui s'appelle « Bonjour Monsieur Courbet » ou bien « La rencontre » et qui est datée de 1854, que vous pouvez retrouver au musée Fabre de Montpellier. Mais si vous observez bien, donc vous avez Courbet qui est à droite et vous avez à gauche un personnage qui semble un peu penaud, qui a presque honte, on dirait, un peu chétif, et au milieu une sorte de personnage un peu intermédiaire. Donc en fait, le personnage qui est à gauche, c'est Alfred Bruyas, qui est en fait le mécène, enfin qui était le mécène de Courbet, et le personnage au milieu, c'est son valet. Bon, je vous donne quelques informations, mais surtout, avant de vous en dire plus sur le sens, la réception de ce tableau qui a été exposé lors de l'exposition universelle a été très très scandaleuse, dans le sens où Courbet a été accusé de manifester un orgueil monstrueux. Je cite. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a le toupet, Gustave Courbet, qui est un peintre, un des tenants du réalisme, hein, qui va vraiment s'opposer à la peinture académique, néoclassique, d'inspiration grecque, très littéraire, métaphorique, etc. Lui, il va peindre plutôt une peinture réaliste. Réaliste aussi dans le sens socialement engagé, quoi, à montrer la vraie réalité de son époque. En fait, Courbet se représente à la même hauteur que son mécène, et dans une posture bien plus, disons, sportive, en forme. On sent qu'il maîtrise sa montagne. Donc évidemment, bon, évidemment, c'est pas du tout évident, mais c'est sur la route entre Saint-Jean-de-Vedas et Mirval. Donc c'est dans la partie au-dessus de Montpellier, en fait, dans ce coin de montagnes qui sont pas des montagnes comme on se les imagine, mais c'est quand même assez montagnard. Et Courbet avait pour habitude de se promener beaucoup là-bas. Et on voit en fait dans cette peinture que Courbet porte son sac à dos, qu'il est équipé, il a son bâton, etc. Il a l'air plutôt à l'aise, alors que son mécène est venu avec son valet, semble plutôt fatigué, etc. Donc il est dépeint dans une posture qui n'est pas vraiment héroïque. Et on sait maintenant aujourd'hui que Courbet a aussi voulu en fait, montrer la dépendance financière et le fait qu'il n'ait pas forcément de liberté d'agir au point où il voudrait par rapport à ce mécène. Enfin, en tout cas, il y avait une relation assez conflictuelle entre eux, et que ça a été aussi démontré par le biais de ce tableau, qui a donc été accueilli comme un acte où Courbet a été accusé d'être orgueilleux, puisqu'il ose se représenter en meilleure forme et au même niveau que son mécène. Donc bon, c'est quand même assez intéressant de dénouer tous ces fils d'un simple tableau de rencontre de randonneurs. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et j'avais très envie de vous le montrer. Voilà. Donc on peut trouver ce tableau au musée Fabre de Montpellier, puisque Alfred Bruyas l'a légué à ce musée à la fin de sa vie. Évidemment, quand on parle de montagne, on ne peut pas ne pas citer Cézanne et sa Sainte-Victoire. Enfin, c'est Sainte-Victoire, puisqu'il en a peint quand même quasiment 80. Voilà, je ne vais pas énormément parler de ça, parce que c'est connu, reconnu, vu et revu. Néanmoins, c'est quand même un sujet qui a été très obsessionnel pour Cézanne. Et ce qui est intéressant, c'est que Cézanne écrit dans ses correspondances: longtemps, je suis restée sans pouvoir, sans savoir peindre la Sainte-Victoire.
Donc il y a eu quelque chose dans sa vie qui a fait que cette montagne chérie, qui représente le sud-est, sa région, etc., a été un motif qui a été impossible à peindre pour lui pendant longtemps. Et puis finalement, il y a eu un moment de déclic et il a fini par peindre quasiment 80 tableaux, quasiment tous en même temps, en plus avec le même point de vue de cette Sainte-Victoire. Et plus on regarde l'évolution de ces tableaux, plus on voit que les formes deviennent de plus en plus géométriques, de plus en plus cubiques. Et évidemment, ça va ouvrir la voie aussi à tout le mouvement cubiste, dont Cézanne va être l'un des inspirateurs principaux. Voilà, donc cette Sainte-Victoire, elle est géométrisée. Bon, ça, c'est une Sainte-Victoire qui est assez récente, enfin qui est assez, je veux dire, qui arrive au début des 80 exemplaires. Pardon. Voilà, ça reste aussi symptomatique de la manière dont Cézanne va déconstruire le genre du paysage en quelque chose de plus en plus géométrique et va permettre aussi à tous les mouvements du début du XXe siècle de tendre de la figuration vers l'abstraction géométrique et vers la dissolution progressive du motif dans la pure peinture. Voilà, donc je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous a des anecdotes sur la Sainte-Victoire ou sur Cézanne, vous les gardez pour la fin et je serais très très contente d'en entendre. Mais voilà, c'est une série qui est quand même intéressante. Et moi j'aime bien raconter ça à mes étudiants en première année et leur montrer des choses un peu qui semblent être juste des paysages, pas forcément particuliers, mais quand on connaît l'histoire, le contexte... et puis aussi le côté obsessionnel vraiment de ces artistes pour ces motifs. Enfin, c'est quand même fou de faire 80 toiles sur une même montagne, quoi. Voilà, c'est intéressant. Ça permet aussi de voir qu'il y a plus de choses que la simple apparence sur un art, une forme d'art aussi classique, entre guillemets, que le paysage. Pour continuer dans la peinture, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas, comme Jens Ferdinand Willumsen. Donc pareil, on est sur un artiste qui est à cheval entre le 19e et le 20e. Et ici, une peinture intitulée « Soleil sur les montagnes du Sud » qui date de 1902 et qui est conservée à Stockholm. Jens Ferdinand Willumsen, c'est un artiste danois qui a été à la fois influencé par le symbolisme, les nabis et les expressionnistes. Qui sont tous ces gens ? C'est surtout des personnes qui ont expérimenté avec le pouvoir expressif de la couleur. Ça se voit beaucoup dans déjà les choix de couleurs qu'il a fait pour cette peinture et dans cette espèce d'envie de travailler, d'expérimenter autour de formes intangibles comme les nuages. Ça, c'est quelque chose qui a été une grande préoccupation des artistes des dernières décennies du 19e et des premières du 20e, notamment les impressionnistes, qui était de peindre les reflets de l'eau, la neige, les choses qui sont difficiles à saisir et à toucher, pour pouvoir justement expérimenter autour de la vibration de la lumière et de la couleur. Donc on est vraiment dans ces générations-là, on pourrait même parler des fauves, où la couleur va prendre une dimension expressive de plus en plus importante. Donc voilà, évidemment, ici on a tout un tas de matériaux intangibles différents, que ce soit la lumière, l'ombre, la brume, etc. Et dans une autre œuvre du même artiste, Une alpiniste, qui date de 1904, on a aussi cette préoccupation peut-être même encore plus flagrante sur cette dimension expressive de la couleur. Voilà, donc c'est pour moi une forme de peinture que j'aime beaucoup, en fait, de mettre presque des tonalités et des couleurs quasiment irréelles, irréalistes en tout cas, dans ces paysages naturels. C'est aussi quelque chose qui permet de montrer que les préoccupations des artistes de ces générations et de ces sensibilités-là étaient aussi de montrer la nature du rapport de l'humain à la nature. Et en fait, c'est encore plus flagrant pour le prochain artiste qu'on va voir, qui est Ferdinand Hodler, qui est un peintre suisse
et qui a en fait, je connaissais cet artiste, mais je ne savais pas qu'il avait fait autant de peintures sur la montagne. Et donc bon, j'ai passé des heures devant mon ordinateur à me tirer, m'arracher les cheveux pour savoir quelle peinture j'allais pouvoir sélectionner pour vous montrer, parce qu'il y en a tellement qui sont magnifiques. Vraiment, je vous conseille d'aller voir les peintures de cet artiste et notamment ses peintures de montagne. Donc c'est les Alpes suisses. Sous toutes leurs coutures, il y a énormément de tableaux différents. Lever du jour, coucher du soleil, sous tout type de météo différente. C'est vraiment incroyable, c'est magnifique. La touche, le traitement de la couleur, il y a tout un tas de choses qui sont très très chouettes, que moi j'ai beaucoup aimé. Et qui s'inscrivent aussi dans cette idée d'expérimenter et de tirer la couleur dans tous les sens, en fait. Et il faut savoir que Ferdinand Hodler est quelqu'un qui a été très admiré par Rodin et par Kandinsky, en sachant que Kandinsky, c'est l'un des artistes initiateurs de l'abstraction, de l'art abstrait. C'est un artiste qui a commencé à peindre de la figuration et qui a glissé progressivement vers l'abstraction. Et c'est aussi, Ferdinand Hodler, ça a aussi été un ami de Klimt. Je suis revenue en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc voilà, quelques exemples de peintures qui ont été difficiles à choisir, mais bon. Donc ça, ce sont 3 pics dans les Alpes suisses. Le Eiger, le Munch et le Jungfrau, dans le soleil du matin. J'ai laissé le titre original en allemand, ne me demandez pas pourquoi. Daté de 1908. Et il faut quand même se dire que la réception de ce genre d'œuvre dans les premières décennies du XXe est quand même assez... disons que la norme esthétique n'était pas d'utiliser ce genre de couleurs pour faire ce genre de peinture. En termes de normes esthétiques dominantes, on était quand même plutôt sur un néoclassicisme, une peinture académique, où il fallait représenter des sujets d'inspiration antique, grecque, avec une touche du pinceau invisible, alors qu'ici on a clairement une touche assumée. Et des couleurs qui sont pas du tout réalistes ou naturelles. Mais justement, voilà, c'est donc la réception de ce genre de peinture pour l'époque est quand même assez difficile, quoi. Et donc aujourd'hui, avec notre regard contemporain, on aurait plutôt l'impression, en tout cas moi quand j'en parle à mes étudiants les plus jeunes, de ne pas se rendre compte que c'est quelque chose qui était assez résistant et révolutionnaire pour l'époque. Bon, celle-ci, je l'aime énormément. Donc c'est le lac de Thun, toujours dans les Alpes suisses, avec un reflet symétrique du lever du soleil. Et donc aussi avec cette préoccupation de peindre ce qui est intangible, donc la transparence et les reflets de l'eau, avec cette progression au premier plan depuis cette eau presque transparente, jusqu'au reflet quasi symétrique quand on s'éloigne vers le fond. Et dans le choix des couleurs et dans cette espèce d'atmosphère qui se dégage, ça donne envie de voir ces peintures en vrai, évidemment, pour bénéficier de leur aura, comme dirait Walter Benjamin, et de la vraie qualité des couleurs, surtout, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui est ici reproduit et projeté. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore, voilà, je suis très très fan. Et notamment cette peinture-là, qui donc montre un cadrage beaucoup plus resserré. Donc c'est le Bergbach bei Champéry. Le Bergbach, c'est le ruisseau de montagne. Et quand je vous parlais justement de touche du pinceau plus visible, ici on le voit bien, avec toutes ces différentes expérimentations autour des textures de la roche, des couleurs, et de cet effet aussi de fraîcheur de l'eau, etc. Enfin, voilà, c'est aussi la postérité de ce genre de peinture dans la peinture ultra contemporaine qu'on connaît aujourd'hui. C'est quelque chose où il y a vraiment... ça a beaucoup influencé toute une génération d'artistes encore jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Et puis c'est aussi, particulièrement pour cette toile-là, il y a une sorte de valeur synesthésique, c'est-à-dire qu'on entend presque le clapotis de l'eau, on sent presque la fraîcheur de ce ruisseau de montagne. Enfin, ça rappelle des souvenirs qui vont au-delà de l'aspect strictement visuel
et qui donc sont synesthésiques puisqu'ils font appel à d'autres sens par le biais du visuel. Voilà, donc bon, je pense que vous avez compris mon enthousiasme pour cet artiste. On continue sur quelque chose de complètement différent. On va passer à du plus contemporain. Et on a déjà parlé ici d'Abraham Poincheval à plusieurs reprises. Abraham Poincheval, c'est un artiste qui est un peu fou et qui s'est, par exemple, enfermé dans une gigantesque pierre, qui a couvé des œufs, qui s'est enfermé dans un ours, pas vivant, je vous rassure, mais au musée de la chasse et de la nature à Paris, qui a descendu, je crois, le Rhône dans une énorme bouteille en verre, comme on jetterait une bouteille à la mer. Enfin bon, tout un tas de choses complètement folles. Il est vraiment extrêmement intéressant dans ses démarches. Et pour le travail que je vais vous présenter là, il a en fait sorti un livre qui s'appelle L'épaisseur de la montagne, qu'il a coécrit avec une enseignante d'université qui s'appelle Céline Flécheux. Et je vais vous lire le 4e de couverture, ce sera plus simple. Donc, ce livre raconte un voyage dans les Alpes entre deux villes séparées par la frontière franco-italienne. L'aventure s'est faite au fil de 4 saisons avec un curieux véhicule nommé Girovague. Voilà, il faut que j'aille chez l'ophtalmo bientôt. Que j'ai poussé ou tiré le long des chemins et qui me servait d'habitacle pour la nuit. Alors, qu'est-ce que peut bien être ce Girovague et avec quoi on traverserait des frontières dans les Alpes. Enfin, bon, bref, vous allez voir. Encore une très très bonne idée, ça. En tout cas, ça fait partie d'un programme en fait qui est super intéressant et dont on va aussi voir une autre proposition artistique juste après, qui est en fait proposée par le musée Gassendi. J'espère que je prononce bien. Un musée à Digne-les-Bains, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Alpes de Haute-Provence, oui. Et qui en fait consiste à amener l'art, la pratique artistique dans la montagne par le biais de parcours et par le biais de divers types d'expériences. Et voilà ce qu'en a fait Abraham Poincheval. Et donc voilà ce curieux Girovague qu'il a donc poussé, tiré au travers de chemins escarpés. Enfin voilà, vous imaginez la souffrance physique de faire ça. D'ailleurs, on va en reparler après de souffrance physique. C'est quand même quelque chose qui est aussi très très lié, bien sûr, à l'idée de la marche et de la montagne. Et ce curieux objet lui a permis aussi de faire des rencontres, de susciter des questions. Et ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de la démarche d'Abraham Poincheval. D'ailleurs, Abraham Poincheval était parti faire une immense marche en Bretagne, habillé en chevalier. Je crois qu'on l'avait vu ensemble, ça. En complète armure de chevalier. Et justement, ce qui l'avait intéressé avec cette performance-là, c'était toutes les discussions que suscitait son arrivée dans les divers villages et villes, habillé en complet chevalier, avec un truc qui pèse quand même ultra lourd. Donc voilà, c'est cette vision de la pratique artistique démocratique qui se situe vraiment dans le monde concret actuel et en dehors des musées surtout. Ça, c'est quelque chose de très important pour Abraham Poincheval. C'est au cœur de sa démarche. Bon, je ne l'ai pas écrit, mais Abraham Poincheval est né en 1972. Il vit, travaille et enseigne à Marseille. Et donc cette traversée des montagnes, elle date de 2011. Et ce livre qu'il a écrit avec Céline Flécheux, donc Céline Flécheux, elle, je vous ai dit, maîtresse de conférences en esthétique, qui travaille sur la question de l'horizon dans les arts et en philosophie, la perspective et la notion d'art visuel de manière plus globale. Donc Céline Flécheux, j'ai pris une petite citation. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre les guillemets au début. Entre l'idée que l'on se fait d'un projet et une adaptation rigoureuse aux lois du terrain, le voyage a lieu entre les deux et il faut aller de l'avant. Le projet ne se construit qu'à force d'être développé dans le temps et dans l'épreuve. Bon, c'est super intéressant. Évidemment, il y a tout un propos philosophique à dérouler de ça. Et je ne sais pas si certaines ou certaines d'entre vous marchent en montagne ici, j'imagine. Il y a quand même toute une notion aussi de maîtrise de son corps, de la souffrance, de la fatigue, etc. Et tout un pan, un volet vraiment philosophique qui se découle de ça, mais qu'on va voir plus en détail après.
En tout cas, c'est clair que cette notion d'épreuve pour Abraham Poincheval, elle a été clairement au centre de cette démarche artistique, puisque ce gyrovague est quand même sacrément lourd. Je vous lis une petite description. Donc le gyrovague, une capsule cylindrique en tôle de 70 kg, qui lui a servi à la fois d'abri, de véhicule, de miroir du monde, puisque ses surfaces sont réfléchissantes, et finalement d'œuvre. Sur sa route, l'artiste pousseur a fait des rencontres, croisé des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, des monstres et fait des expériences. Lorsqu'il se trouve ici, loin de tout, il n'est jamais plus près de son but, celui de l'authentique voyage qui est rituel de vie. Et donc Céline Flécheux, elle accompagne dans cet ouvrage les photographies qu'a prises Abraham Poincheval, et elle propose par ses textes de mieux voir ce voyage invisible. Donc je pense que c'est aussi le fait que l'œuvre finale, entre guillemets, soit un livre avec un échange entre une chercheuse universitaire et un artiste qui a vraiment vécu cette performance avec son corps au travers des 4 saisons. Ça crée presque une nouvelle œuvre avec tout un tas de richesses aussi. Voilà, on en rediscute après. Mais en tout cas, je trouvais une entrée intéressante sur cette question de la marche et de la montagne. Non, c'est pas le bon ordi. Voilà. Donc un autre artiste qui a aussi participé à cette proposition de ce musée à Digne-les-Bains, c'est Andy Goldsworthy, qui est un artiste du land art britannique. Et lui, pour le coup, il a fait des refuges d'art. En fait, ce sont différentes installations artistiques qu'il a réalisées, qui s'échelonnent sur un trajet de 150 km, qui se fait, selon si on est bon ou moins bon marcheur et marcheuse, entre 8 à 10 jours. Et d'ailleurs, ce trajet... Donc là, il y a une de ces œuvres que vous pouvez voir là. Et donc, contrairement à Richard Long avec sa ligne de marche dans l'herbe, les œuvres de land art de Andy Goldsworthy sont là pour rester. Okay, mais ce ne sont pas des œuvres qui sont surveillées. Donc ça implique aussi et ça pose aussi la question du respect de la montagne et du respect des choses qui sont amenées. Ça pourrait faire penser à ces sculptures un peu hasardeuses de cailloux, je ne sais plus comment elles s'appellent, les cairns ? Non, les cairns, ouais. Qu'on retrouve en montagne et qui sont finalement aussi des œuvres d'art. Donc voilà le trajet qu'on peut retrouver sur le site du musée Gassendi. Et autour de ce trajet, vous avez différentes étapes. Et là, à droite, vous avez un autre exemple d'œuvre. Ce que nous dit Andy Goldsworthy, la sculpture ici, ce n'est pas seulement la pierre, c'est la maison, c'est tout le parcours. Donc ça pose aussi la question de comment se définit une œuvre d'art quand elle est en montagne, quand elle est en nature. Voilà. Je me permets de vous lire une petite description de ce parcours que j'ai trouvé très intéressante. Donc, conçu par l'artiste britannique Andy Goldsworthy, en partenariat avec le musée Gassendi et l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence, ce parcours unique en Europe traverse sur 150 km les paysages exceptionnels du géoparc et allie de façon singulière l'art contemporain, la randonnée et la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Reliant 3 sentinelles, donc c'est ce qu'on a vu dans la diapo juste d'avant, donc des cairns en pierre sèche réalisés par l'artiste au cœur de 3 vallées. Le trajet emprunte d'anciens chemins et croise les traces d'une vie agricole autrefois intense. Andy Goldsworthy a souhaité ponctuer ce parcours de refuge d'anciens habitats en ruine appartenant au petit patrimoine rural non protégé, comme des chapelles, des fermes, etc., qui ont été restaurés pour abriter les randonneurs le temps d'une halte ou d'une nuit. Une sculpture conçue spécifiquement dans chacun de ces sites fait désormais partie intégrante du bâti, donc comme par exemple celle-ci. Le territoire dignois dispose désormais de la plus vaste collection au monde des œuvres d'Andy Goldsworthy, réunies dans un même espace, un espace public, que chacun est invité à arpenter. Loin d'une approche boulimique de la culture, Refuge d'art se découvre au fil des jours, au rythme souvent d'un refuge d'une sentinelle par journée de marche. Donc il y a aussi cette idée de
consommer autrement l'art, c'est-à-dire que pour voir ces œuvres-là, il faut faire ce parcours, il faut s'arrêter dans les refuges, il faut prendre le temps et il faut accepter qu'on ne verra que une œuvre par jour si on fait la boucle en entier entre 8 et 10 jours, et qu'il va falloir intégrer aussi dans l'expérience de l'art cette nouvelle temporalité longue et cet effort physique, etc. Et donc aussi, évidemment, que le paysage va prendre une place beaucoup plus importante dans l'appréciation même de ces œuvres. Voilà, donc c'est quand même une démarche que je trouve très intéressante. Et puis, ça sort aussi la pratique artistique de l'espace muséal et de l'espace surveillé, protégé, avec des caméras, etc. On a quand même ici aussi vraiment cette espèce de culture du respect de la montagne et de la haute montagne, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans tous les refuges et les gîtes, puisque vous savez que très souvent en hiver, oui, quand c'est plus la saison de la belle saison de la randonnée, la plupart des refuges sont laissés ouverts et vides en fait, et on peut les utiliser et on demande à ce que les personnes les rendent dans le même état que quand elles sont arrivées, et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien en général. Moi j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, je trouve ça complètement fou. Comme quoi on est capable de faire des choses bonnes aussi. Voilà, ça c'est pour ces deux parcours-là. Bon, ça m'a donné envie de faire de la rando, alors il faudrait que j'arrête de fumer des cigarettes pour ça, mais bon, en tout cas, ça a l'air génial, ça a l'air vraiment chouette, et ça donne envie aussi de faire ce parcours et de s'installer dans ces gîtes qui ont été du coup remis au goût du jour, restaurés à l'occasion de ce parcours. Bon, j'arrive à la deuxième partie de cette conférence. Je suis très très heureuse de vous parler du travail de cet artiste, Léonard Bern. Bon, voilà, on a beaucoup de chance qu'il ait accepté de nous envoyer ces photos, qu'on puisse les regarder. Et puis il a répondu à mes questions, et donc c'est vraiment quelqu'un de passionnant. Je vais vous lire la description qu'il m'a envoyée pour se présenter. Donc, je suis photographe et vidéaste freelance, donc c'est-à-dire qu'il travaille à son compte. Je découvre et commence à utiliser ces deux médiums, donc la photo et la vidéo, en 2015, grâce à des rencontres faites autour de la pratique du skateboard. Souvenez-vous, c'est le sport que je pratique aussi, et il y aura une conférence, la dernière, à ce sujet. C'est un monde dans lequel je baigne depuis tout petit et où l'utilisation d'une caméra, d'un appareil photo est quasiment quotidienne pour immortaliser les sessions. Les sessions, c'est quand on va faire du skate, on fait une session. En 2018, mon beau-père, lui-même photographe, me montre les rudiments de la photographie argentique. Développer un film à la maison, archiver mon travail, utiliser une chambre photographique, j'attrape le virus. Depuis, je m'applique à capturer des instants de vie, des portraits, principalement sur de la pellicule noir et blanc. En janvier 2022, j'ai rejoint l'association Les Trois Bains, avec laquelle je continue d'apprendre et de pousser les techniques du tirage noir et blanc. Chaque mois, j'y anime des workshops pendant lesquels je transmets mon savoir et j'essaye de faire perdurer ces techniques. Workshops, c'est des ateliers. Okay. Donc, Léonard est parti voyager dans les Pyrénées l'été dernier avec sa chambre photographique, sachant que c'est quand même quelque chose qui pèse un âne mort, comme on dit. Et il a fait les Pyrénées en entier, en fait, il les a traversées d'un bout à l'autre. Et donc, ce qu'on va découvrir ici, c'est à la fois une sélection de ses photographies. Là aussi, ça a été dur de choisir parce qu'il m'en a envoyé pas mal et elles étaient vraiment toutes très belles. Et aussi quelques extraits de lui qui va nous raconter en fait ce voyage quand même assez incroyable. Et très courageux d'ailleurs de faire ça, c'est quand même assez fou parce qu'il est parti seul aussi. Voilà, donc je vous propose de découvrir ça et je suis vraiment très fière et je le remercie beaucoup d'avoir accepté de partager ça avec nous, et je trouve que c'est vraiment super de pouvoir voir de l'art actuel en train de se faire, surtout avec des techniques anciennes comme la chambre photographique, quoi. Donc voilà, ça c'est un autoportrait comme vous avez pu vous en douter. Donc ça commence ici. Chambre avec vue. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire d'analyse plastique sur ces photographies. Je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes avec les différentes gradations du noir et blanc, les contrastes magnifiques, les teintes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses différentes que Léonard a pris en photo.
des paysages de l'intérieur, de l'extérieur, des portraits, des végétaux, des minéraux, de l'eau aussi. Enfin, il y a vraiment tout un travail aussi sur les différentes textures des choses et puis sur ces enchaînements un peu de qualité de ciel, de brume, de netteté si spécifique à la montagne. Bon, on va en rediscuter. Mais ce que je voudrais faire surtout, c'est vous lire ces extraits de voyage en écho aux photographies. Et puis, voilà, savoir ce que vous en pensez aussi. Donc, l'idée est née un soir dans un bar. J'avais besoin de prendre du temps pour moi et aussi besoin d'un projet photo longue durée dans lequel je me plonge entièrement pendant quelques semaines. J'aime beaucoup les Pyrénées. J'y ai déjà beaucoup marché, mais je ne connais pas vraiment les locaux et les codes de la montagne. J'étais dans le même temps dans l'apprentissage de la prise de vue sur pellicule grand format. J'ai donc ce soir-là, en rigolant, émis l'idée un peu folle de traverser toutes les Pyrénées par le GR10. D'est en ouest, avec ma chambre 4x5 sur le dos. Sur le coup, je n'y croyais pas vraiment et je ne réalisais pas non plus les difficultés techniques de la chose. 1 an et demi plus tard, je partais de Banyuls avec mon sac de 20 kilos sur le dos. Donc on parlait tout à l'heure d'efforts physiques et de douleur. Donc Gavarnie. Voilà, c'est magnifique. Et puis il y a vraiment aussi, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous montrer d'abord la peinture, parce que par l'intérêt aussi des artistes, notamment de la fin du 19e et du début du 20e, sur ces matières intangibles, sur comment figer le nuage, la brume, l'eau. Enfin, il y a vraiment ce contraste entre ces éléments-là qu'on ne peut pas toucher, qu'on peut juste ressentir. On peut passer dans un nuage quand on marche en montagne et qu'on s'élève, et le côté minéral, on va dire, qui nous dépasse totalement parce que les montagnes ont une manière de changer et de bouger beaucoup plus lente que nous. Enfin, elles ne bougent pas pendant des centaines et des centaines d'années, quoi. Donc pour nous, ça paraît être quelque chose de difficile à saisir, quoi. Et donc ce contraste entre ces deux matières, cette immanence de la montagne et la brume et les nuages, avec cette qualité de la photo en noir et blanc argentique, bon, c'est magnifique. Pour cette marche, je choisis d'emporter une chambre grand format, un appareil qui nécessite d'être sur un trépied, un mode de prise de vue lent, sur de la pellicule grand format pour lequel chaque cliché exige du temps et nécessite réflexion. C'est un choix audacieux dans le fait que c'est du matériel très lourd et qu'on cherche habituellement à partir le plus léger possible quand on marche en montagne. Je n'ai droit qu'à seulement 8 photos par jour, je dois donc choisir mes sujets avec beaucoup d'attention. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est un peu à contre-courant du monde dans lequel on vit aujourd'hui, où en fait, avec nos téléphones portables, on peut faire des centaines et des centaines de photos. D'ailleurs, on est immergé par un flot ininterrompu, saturé d'images, qui fait qu'on perd complètement d'ailleurs la capacité à les regarder avec attention. Et dans cette idée justement de ne pouvoir faire que 8 photos par jour avec ce temps d'exposition un peu long, cette mise en place du matériel compliqué, le trépied en montagne, enfin tout un tas de contraintes quand même très très particulières. Et puis quand on part en montagne et qu'on a une galère, on ne peut pas juste aller chez le photographe du coin pour faire réparer son obturateur ou quoi. Il y a une histoire aussi, on est seul, on est isolé dans l'environnement naturel, donc il faut faire avec et c'est voilà, enfin il y a toute le trajet entier, cette traversée des Pyrénées entière pourrait être considérée elle-même entièrement comme une œuvre et comme une performance à rude épreuve du corps de l'artiste aussi, quoi. Bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ici, Ourquette d'Art, alors je ne sais pas du tout si je prononce ça bien, vous me corrigerez. Et donc des chardons à droite. Bon, voilà, pareil, c'est la qualité. Et puis en plus, là, on ne voit malheureusement que une reproduction rétro-projetée. Compliqué. C'est le vendredi, c'est à la fin de semaine, ça. Mais on voit quand même déjà toutes les nuances, les valeurs, voilà, ce côté et cette différence de texture, en fait, cette recherche entre le contraste du végétal sur le minéral, les premiers plans, les arrière-plans, les différentes teintes de gris. Voilà, c'est très beau. Je continue le petit récit du voyage de Léonard Bern. L'intérêt de la chambre est la qualité des images que l'on peut tirer, du fait de la taille des négatifs. Aussi, lorsque je photographie,
des portraits. Je ne regarde pas dans un viseur. Je ne vise pas les gens. Les réglages et la mise au point sont en fait en amont. Et lorsque je déclenche, je regarde les gens dans les yeux. Il y a un rapport beaucoup moins intrusif. Le dernier intérêt que je trouve dans ce mode de prise de vue, c'est la lenteur. Je veux pendant cette marche retrouver le temps. J'habite à Paris où tout va trop vite et j'ai besoin de prendre mon temps. J'emporte également un petit appareil 35 mm pour capturer des moments de vie spontanés impossibles à figer avec une chambre. Et effectivement, je vous ai mis aussi quelques portraits. Donc, à gauche, vous avez le mur de cabane et à droite, portrait 4, très sobrement intitulé. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec la confrontation de ces deux photos, c'était cette histoire de montrer un portrait classique pris frontalement, et en même temps ce portrait en fait de traces et de signes de marcheurs et marcheuses qui finalement montre aussi ce passage de gens dans ce paysage où on peut se retrouver aussi très seul. Et d'ailleurs, comme Léonard Bern a marché seul quasiment la grande majorité du temps, c'est quelque chose, la question de la solitude sur de longues semaines comme ça, qui a quand même été aussi centrale dans son expérience. Donc il a marché en tout 57 jours, soit 8 semaines, la plupart du temps seul, comme je vous disais. Et c'est ce qui donne aussi ce caractère très, très particulier à ces portraits, puisque quand on passe la plupart de ses journées seul, en prise avec les éléments, avec les animaux qu'on rencontre, etc., le fait de croiser un humain ou une humaine, ça devient quelque chose d'un peu plus précieux du coup. Et en même temps, je sais de ce qu'il m'a raconté que ça n'a pas toujours été facile. Par exemple, il ne connaissait pas très bien l'Ariège. Et les Ariégeois et les Ariégeoises des montagnes, bon, apparemment, c'est pas forcément toujours les plus accessibles, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, il a fait aussi de très belles rencontres et il y a aussi cette espèce d'esprit de rencontre en montagne qui est aussi quelque chose de très spécifique et qui permet peut-être aussi par le ralentissement du temps qu'implique la marche en montagne, de plus prendre le temps justement de s'ouvrir à l'autre, quoi. Punaise de lit. Alors, j'ai pas l'histoire qui va avec la photographie, malheureusement, mais bon, on ne peut que se douter par ce titre suggestif que il doit y avoir une petite anecdote derrière, comme quoi c'est pas qu'à Paris. Voilà, je continue mon petit récit. Le premier mois est une vraie épreuve. Le premier soir, je me fais voler toute ma nourriture et trouer ma tente par un renard. S'en suivent 3 semaines de pluie. 3 semaines de pluie dans une tente, hein. Je ne sais pas si vous imaginez le... Voilà. Je n'étais pas complètement prêt physiquement et j'avais entre 18 et 20 kilos sur le dos, ce qui, selon les locaux et les initiés de la marche, est stupide. J'ai du mal à écrire mes états d'âme et à raconter mes journées sur mon journal. Jusqu'à la fin de l'Ariège, donc jusqu'au milieu à peu près, ça a été vraiment difficile. Ce premier mois se finit par une panne de l'obturateur de l'appareil, ce qui me coûte un aller-retour de 10 jours à Paris. Pendant ces 10 jours, j'hésite beaucoup à repartir, puis je me convainc finalement qu'il faut que je finisse ce que j'ai commencé, quitte à me mettre mal financièrement. Le deuxième mois est beaucoup plus cool. J'ai 4 semaines de marche dans les pattes, mon corps s'est habitué au poids et au dénivelé, je me suis reposée 10 jours, je suis plus à l'aise avec les gens et l'appareil, j'arrive aussi mieux à écrire. La dernière semaine est difficile, heureusement que je ne suis pas seule, j'en ai marre de marcher, de l'inconfort. J'ai besoin de me reposer, de voir mes amis et de faire la fête. J'ai rencontré pendant ces 2 mois principalement des gardiens de refuge et des marcheurs. Les bergers sont hyper occupés et difficiles à trouver. Si tu les trouves, ils n'ont pas le temps ou n'ont pas envie qu'on les dérange. J'ai appris beaucoup de choses sur la montagne et ses habitants, mais aussi beaucoup sur moi. Et donc ici, le pic du Midi d'Osso. Et le côté, je trouve, le choix du noir et blanc, ça donne aussi un côté atemporel, éternel, quoi, à ces montagnes qui sont déjà en fait un scénario, un paysage assez intemporel et qui représente bien le passage lent du temps.
Bon voilà, il faut vous imaginer le fait d'installer une chambre avec un trépied dans des paysages ardus, après avoir fait des centaines et des centaines de mètres de dénivelé, avec un sac extrêmement lourd. Enfin, toutes ces anecdotes, toutes ces aventures, ça donne vraiment toute une autre saveur à ces œuvres-là et à ces photographies-là. Et ça montre bien aussi ce qu'on a vu avec la peinture de Caspar David Friedrich en introduction. À la fois le côté très posé, silencieux de la montagne, très méditatif, philosophique, sublime, et en même temps aussi la dangerosité, le côté effort physique, épreuve, souffrance dans le corps, impossibilité de dormir pendant 3 semaines sous la pluie dans la tente qui avait été déchirée par le renard, enfin ouais, toutes ces choses-là. Et il y a vraiment ces deux logiques qui fonctionnent ensemble et qui font en fait ce qu'est la montagne dans sa beauté et dans sa dangerosité et sa violence. Et on parlait des portraits qu'a fait Léonard Bern, et il y a ces deux portraits-là que je trouve très intéressants aussi. Le portrait de Roche, à gauche. Donc c'est toute une série qu'il a faite, j'en ai sélectionné simplement une. Le totem, cette espèce d'installation un peu énigmatique. Alors, je ne sais pas, peut-être que l'un ou l'une d'entre vous sait ce que c'est. Mais en tout cas, c'est aussi un portrait de marcheur ou de marcheuse. C'est une trace qui a été laissée là, alors peut-être par des gamins qui ont juste joué ou qui se sont imaginés quelque chose. Mais ça fait partie aussi de ces traces de l'humain en montagne qui en fait nous font penser au land art aussi, puisque ce sont des sortes d'installations artistiques, même si elles ne sont pas vues comme telles par leurs créateurs ou créatrices. Mais en tout cas, c'est une manière de laisser une sorte de trace humaine dans le paysage sans que cette trace soit dangereuse ou polluante, etc. Et bon, le portrait de Roche, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça revient aussi à montrer toutes les différences de matière et de texture, tout ce qu'on peut trouver comme richesse de plis dans la montagne. Voilà, de le mettre aussi comme ça en cadrage resserré, comme un portrait. En fait, il aurait presque fallu mettre ce portrait de Roche à côté du portrait de la personne que je vous ai montré avant. Ça aurait pu être intéressant aussi. Pour moi, la marche en montagne est synonyme de repos, de retraite. On est seul avec soi, dans un environnement silencieux et sain. Les longues marches permettent aussi de faire du bien au corps. C'est de l'exercice doux. Bon, pas avec 20 kilos sur le dos. Les rapports avec les autres sont aussi beaucoup plus sains. La montagne peut aussi être dure et dangereuse. Les gens y sont humbles et s'entraident beaucoup plus qu'à la ville. Et donc voilà, cette photo que j'ai trouvée magnifique aussi, avec ces espèces de blés blonds là au premier plan, et ce découpage de deux plans de montagne différents là au second plan et à l'arrière-plan. Et il y a vraiment cette qualité de la chambre et cette qualité de l'argentique très très particulière et qui est bien sûr impossible à retrouver avec nos smartphones et qui permet aussi de montrer cette diversité de ce que la photographie peut être en fait. Bon, moi en tant qu'enseignante, j'avoue que ça j'y suis très sensible et voilà. Donc Léonard Bern, il a fait, parce que donc, comme je vous disais quand je vous parlais de sa présentation, il est photographe et vidéaste en freelance, donc ça veut dire qu'il travaille à son compte. Et donc évidemment pour quelqu'un qui choisit de vivre comme ça, de partir 2 mois dans les Pyrénées, c'est quand même, ça a une conséquence financière directe sur sa vie, quoi. Et donc pour faire ça, en fait, il a fait ce qu'on appelle du crowdfunding, donc un lien Ulule. Et donc il a demandé à ses réseaux, ses amis, les personnes autour de lui de cofinancer ce voyage et de le soutenir aussi. Et donc c'est aussi par ce biais, donc je vous ai mis le lien là, qu'on peut aussi se procurer, acheter des épreuves à lui, etc. Donc ça reste aussi, comment dire, c'est pas comme le projet d'Abraham Poincheval où on est sur un musée qui va proposer une action artistique pour laquelle l'artiste va être financé, qu'il va y avoir après ensuite un livre qui va sortir, qui va être publié. Là, c'est pas du tout ça. Là, on est vraiment sur une manière de créer qui est beaucoup plus
du registre de l'auto-édition, quoi. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant de vous montrer aussi ce genre de pratique artistique là, et pas uniquement des artistes confirmés, extrêmement connus, etc. J'aime bien qu'il y ait de la diversité dans ce que je vous montre. Voilà, donc ça c'est tout pour moi au propos de la marche et de la montagne. Je suis très contente d'avoir commencé par ça comme thématique, et je pense que vous serez surprises et surpris par les points de vue que j'adopterai pour les prochaines conférences, puisque évidemment, pour les personnes qui m'ont déjà entendu blablater, j'ai un aspect très politiquement engagé, socialement engagé dans la pratique artistique. Et la thématique art et sport est évidemment une thématique très politique, surtout en 2024 avec les JO. Et donc on va discuter de tout un tas de formes artistiques, de la performance, du corps, de la souffrance, du dépassement de soi, mais aussi de toute la portée philosophique que le sport peut avoir, la portée démocratique, l'aspect collectif, la cohabitation, la vie ensemble, etc. Enfin, il y a tout un tas de valeurs extrêmement positives et extrêmement négatives aussi qui vont passer par le biais de nos réflexions. Et j'espère que ça vous va, puisque cette année, c'est un peu particulier. On est un peu plus dans de la transversalité. On n'est pas sur un thème un peu spécifique avec 3 artistes. On est vraiment sur tout plein d'artistes différents, de créations contemporaines, moins contemporaines, etc. On ne va pas forcément rester que dans de la peinture ou de la photo tout le temps. Mais voilà, je vous propose un peu cette diversité, ce mélange de références. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous accepterez de vous laisser guider un peu dans les méandres de mon cerveau étrange.